Bonjour et bienvenue sur ce premier rendez-vous de l'heure du maintien. L'heure du maintien, c'est un cycle de webinaires organisé par le plan régional d'insertion des travailleurs handicapés du Grand Est. Donc, au programme, des retours d'expérience d'acteurs du maintien de la région et puis des zooms d'actualité sur des éléments notamment de la réforme de la santé au travail. Donc, nous allons commencer aujourd'hui par un retour d'expérience, donc le repérage précoce des situations de désadaptation professionnelle. C'est la restitution d'un partenariat donc entre l'Institut régional de réadaptation et un service de prévention et de santé au travail, l'ALSMT. Donc j'ai l'honneur d'accueillir ce matin donc le docteur Lucie Dumas, médecin du travail à la LSMT, Sophie Steb, chargée de mission maintien dans l'emploi également à la LSMT, le docteur Baptiste Clodon, donc médecin spécialiste en médecine physique et de réadaptation à l'IRR, et puis avec l'appui d'Estelle Fleur pour la coordination du PRITH. Donc comme nous avons eu un petit problème de lancement de l'enregistrement, la suite du webinaire arrive un peu brusquement et nous en excusons. Merci. Et donc, ce groupe Maintien dans l'emploi avait pour volonté à la fois d'outiller les médecins du travail, c'est-à-dire de favoriser la mise en place d'outils pour aider au maintien dans l'emploi, et puis de développer une stratégie globale de prévention de la désinsertion professionnelle. On peut peut-être continuer, que ça s'affiche. L'intérêt pour nous, la cible, c'est tous les salariés repérés par le médecin du travail ou maintenant l'équipe de santé au travail qui présente une pathologie osseo-articulaire dans nos exemples, ayant un impact ou pouvant avoir à terme un impact sur le maintien en emploi. Il n'y a au départ pas de critères d'âge, pas de critères d'activité ou non, puisque l'idée, c'est bien qu'à chaque visite ou à chaque fois qu'il y a une interrogation sur la capacité à tenir son poste de travail à l'instant T ou dans un futur proche ou moyen, on puisse avoir des outils. Et l'idée de la coopération est venue de là. Une petite précision d'ailleurs sur cet aspect. Initialement, le projet, c'était même de cibler le plus tôt possible, c'est-à-dire avant même l'arrêt de travail. On est d'accord sur même si c'est pas le cas aujourd'hui, c'était un peu, c'est un point qu'on pourra redévelopper. Bien sûr. Sophie, vous voulez rebondir là-dessus? Ah non, 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 la remarque était judicieuse et pertinente. En effet, il vaudrait mieux même que ce soit avant l'arrêt de travail. Oui, c'est ça. Donc, là, on l'a remis simplement pour dire qu'il n'y avait pas, il n'y a pas de contre-indication à cette coopération, que le salarié soit en exercice ou en arrêt maladie. Bien évidemment, si c'est lors de son activité, pour nous, c'est d'autant plus précoce et donc c'est l'idéal. L'objectif, puisque du coup, l'idée, c'est d'adapter de manière préventive le poste de travail, de faire de la prévention primaire et sinon d'aménager au fur et à mesure en fonction des capacités perdues ou du retentissement professionnel. Donc, l'idée, c'était d'augmenter aussi les capacités physiques, de les évaluer et d'intégrer un parcours permettant de les améliorer et puis de participer éventuellement à une réorientation la plus précoce possible si on sait qu'à long terme ou que l'impact va être trop fort pour maintenir une situation dans l'emploi actuel. Puisque là, du coup, pour nous, le maintien en emploi, c'est le maintien d'une activité professionnelle. Donc là, pour ce faire, donc les coopérations, le travail avec l'Institut de réadaptation, donc je vais parler IRR parce que c'est notre acronyme, c'est ça. L'idée, c'était de disposer d'un bilan médico-socio-professionnel à destination, demandé par les médecins et à destination d'eux-mêmes pour définir la capacité fonctionnelle résiduelle, de l'objectiver en réalité, plus profondément que ce que peut faire un médecin du travail en consultation, et puis d'estimer les améliorations éventuelles, la prise en charge d'une rééducation et d'affiner aussi très clairement nos aménagements. De passer là,
je caricature un peu, mais de contre-indication aux manutentions à quelque chose de beaucoup plus fin qui permet de cibler les tâches qui posent souci, puisque ce bilan à l'IRR souvent s'accompagne d'une étude de poste réalisée, on en reparlera plus tard, soit par les ergonomes du service, soit par quelqu'un de l'équipe pluridisciplinaire, médecin y compris. D'accord. Donc, vous avez fait le choix de travailler avec l'IRR. Alors, docteur Claudon, petit rappel sur ce qu'est l'IRR et la pertinence du choix de l'IRR dans ce partenariat. Bonjour à toutes et à tous. Oui, le réseau s'est monté et donc le choix de la LCMT s'est porté sur nous. Non, je plaisante, enfin, ça a été d'un commun accord. Parce que dans le cadre du centre de réadaptation Louis-Pierre Quint au sein de l'IRR, il y a un département de réadaptation professionnelle. La réadaptation professionnelle ne date pas d'hier à Nancy. Elle a été fondée par Louis-Pierre Quint justement dès les années 1950, donc il y a un recul. Et en plus de ça, donc le centre fait partie du réseau Comet France depuis 2004. Donc c'est une association Comet France qui promeut la notion de lutter contre la désinsertion professionnelle de manière précoce dès le lit d'hospitalisation en SSR, pour accompagner les patients qui ont une déficience. Donc, il y a différentes équipes Comet sur le territoire. Le but, c'est un maillage. Avec chaque centre a sa spécificité, mais donc le fait de participer en réseau permet d'échanger sur les pratiques. Donc, c'est la force du réseau. Comme je le disais, on dispose d'un secteur de réadaptation professionnelle avec des ateliers qui permettent d'essayer de mettre des mises en situation au plus proche des tâches des salariés. Donc, on va de l'atelier de menuiserie, atelier espace vert, il y en a d'autres, et surtout l'atelier aussi tertiaire, ce qui permet d'essayer avec des formateurs professionnels et des ergothérapeutes d'atelier. Et puis, le reste du centre, nous avons les secteurs de rééducation et de réadaptation avec des thérapeutes capables d'effectuer des bilans spécialisés. Donc, c'est ce qu'on appelle les bilans fonctionnels. Donc, que ce soit pour membres supérieurs, épaules, rachis, pour ne pas être que sur l'analytique, mais également sur la participation fonctionnelle. Et donc, l'objectif des bilans, c'est d'évaluer les capacités fonctionnelles à l'instant du bilan, mais surtout d'évaluer si l'état capacitaire du patient est améliorable ou non. Ce sera la clé pour dire si on est dans une phase de soins avec amélioration à attendre, et donc proposer derrière une rééducation ou réadaptation adaptée qui peut se faire au centre, mais qui peut se faire en libéral en fonction des préconisations et en fonction des déficiences. Ou en cas de capacité stabilisée au moment du bilan, c'est-à-dire si on voit qu'on est plutôt sur des séquelaires et qu'il n'y a pas de marge de progression, de proposer justement une évaluation des capacités professionnelles qui vont aller du port de charge, des capacités de déplacement, mais également accès aux positions basses, gestes répétitifs, mais aussi des capacités formatives avec un bilan scolaire qui peut être proposé. Donc, c'est vraiment l'objectif de faire une photographie globale des capacités professionnelles. Mais pour ce faire, il y a le bilan initial et pour essayer de répondre à la question du médecin du travail. Donc, le début de ce partenariat remonte à plus d'une dizaine d'années et avec la formation des médecins du travail au départ. Mais je m'avance peut-être d'une diapositive parce que la présentation d'hier. Vous me faisiez la liaison, c'était très bien. Donc, voilà, vous êtes dessus, donc, sur cette. Oui, finalement, comment ça s'est mis en place et sur quel principe au départ? Au départ, il faut savoir qu'on reçoit des demandes d'admission qui peuvent venir du MCO, des différents hôpitaux, mais la plupart des demandes d'admission au centre viennent des médecins traitants. Parfois, au départ, ça venait par les médecins traitants suite à la préconisation du médecin du travail qui avait vu le salarié avec une problématique professionnelle. Donc, on a pris le parti de se mettre en commun et en réseau avec les médecins du travail pour qu'on puisse communiquer en direct et qu'on puisse adresser les patients le plus rapidement possible.
Initialement, il y avait des journées de formation prévues à l'IRR, c'était en 2013-2014, enfin, qui avaient été réalisées. Là, c'est écrit 2015, mais je crois que c'était… Enfin, voilà. Pour présenter aux différents médecins du travail les différents types de bilans pour partager les connaissances et pour qu'ils puissent savoir ce qu'ils pouvaient demander comme bilan. Et puis, suite à ces rencontres, on a eu l'organisation d'un staff commun trimestriel avec les médecins du travail pour parler des futures demandes, mais également des dossiers en cours, des patients communs ou des dossiers passés pour amélioration des pratiques. Et aussi la création d'une fiche de liaison, puisque comme je le disais, on reçoit à un staff hebdomadaire l'ensemble des demandes qui sont vues en équipe médicale. Donc, le fait d'avoir créé la fiche de liaison avec les médecins du travail, ça permet de cibler ces demandes et de pouvoir directement les traiter, donc toujours dans le but d'essayer d'apporter une réponse la plus précoce possible, puisqu'on est dans la lutte contre la désinsertion professionnelle, et donc avec des moyens constants, nous essayons de mettre en œuvre nos moyens de soins ou de prévention pour le plus précocement possible pour les patients avec problématiques professionnelles. Donc, c'était le principe initial, la fiche de liaison, le médecin du travail, Lucie, tu me corriges si jamais, qui rencontre le salarié, que ce soit en visite de pré-reprise ou parfois, malheureusement, en visite de reprise à la demande du médecin conseil. Donc là, on est déjà en fin de parcours, hein, donc, pour poser une question. L'objectif du bilan était d'y répondre à cette question avec le bilan fonctionnel qui nous semblait le plus adapté, membre supérieur, bilan fonctionnel du RACHIS, avec une consultation médicale MPR au départ. Ça avait démarré comme ça. Donc, on va voir sur l'évolution. J'avais juste une petite précision sur le principe, justement, docteur Dumas. Le docteur Clodon précisait que le circuit précédemment passait par les médecins traitants. Donc là, finalement, on fait un circuit plus court. Et du coup, la place du médecin traitant, là, dans la mécanique, c'est… Alors, dans la fiche de liaison, qu'on ne peut pas lire sans doute à l'écran, mais on note les coordonnées du médecin traitant. Et pour la plupart d'entre nous, je pense, on donne une copie de cette fiche de liaison au patient pour qu'il puisse la transmettre au médecin traitant. Voire, moi, j'appelle souvent le médecin traitant pour lui dire, voilà, je suis dans ce projet-là, il faut que c'est finalement comme dans tous les parcours de soins, si l'ensemble des acteurs est au courant et partage l'intérêt de la mesure, on a quand même plus de chances que ça soit cohérent et bien suivi. Donc, de toute façon, avec le médecin traitant est toujours dans la boucle puisqu'il reçoit, sauf erreur, Baptiste, il reçoit le compte-rendu de l'IRR, même si c'est au départ de notre propre initiative. L'idée, c'est plutôt d'en faire un outil, c'est un gain de temps. Et puis souvent, sur Nancy, les médecins traitants ça commence à se savoir, donc du coup on a cette coopération assez efficace qui fait, il faut le dire, ça réduit beaucoup les délais. Et donc, ça permet de gagner en précocité d'intervention et puis en efficacité. Et du coup, ce n'est pas rare que le médecin traitant nous adresse effectivement en visite de pré-reprise des salariés avec déjà cette intention-là, mais c'est nous qui remplissons cette fiche. J'en profite pour dire que au départ, les bilans, on a été formés, donc ça a un intérêt, parce que déjà, moi, je ne suis pas, par exemple, de la Lorraine. Donc, j'ai découvert le fonctionnement et cette chance en arrivant à Nancy. Et donc, la possibilité de ces bilans et ce qu'ils peuvent apporter. Après, l'expérience a montré que analyser des bilans, même quand on a été formé, mais qu'on reçoit 4 ou 5 bilans épaules par an, sauf si on a bien pris ses notes et qu'on a bien appris son cours, ça reste compliqué et qu'on avait besoin de l'éclairage du médecin MPR et du retour des équipes. D'où l'importance des staffs et puis la continuelle évolution de notre façon de faire. Ce qui fait que maintenant, il y a, on va y revenir, mais une synthèse qui est réalisée et qui aide. C'est-à-dire que le médecin peut cibler sa demande, formuler une question, mais aussi être aidé dans la lecture de ce bilan qui sait et peut être un peu abscon malgré la formation initiale. Effectivement. Je reviens. Juste, je voulais faire une précision parce que pour pas qu'il y ait de malentendus.
Quand je parlais initialement les patients adressés par les médecins traitants et les services hospitaliers, c'est-à-dire que c'était des patients qui étaient adressés sur une problématique de déficience et souvent de douleur, mais pas sur une problématique professionnelle. Ouais. Et c'est en ça que le fait d'avoir mis le réseau avec les médecins du travail, ça a fait passer la problématique professionnelle dans les critères d'admission et de bilan. Parce qu'aujourd'hui, là, c'est aussi sur une autre… On essaye maintenant de s'adresser aux médecins traitants avec ces critères professionnels, et donc il y a des expérimentations en cours. Mais quand je parlais au départ, pour pas qu'il y ait de malentendus, c'est-à-dire que cette question de problématique professionnelle n'était pas au cœur des demandes initialement. Et c'est le fait d'avoir mis en place, enfin pas de notre côté, mais du côté des adresseurs, et donc d'avoir mis en place ce réseau avec les médecins du travail qui a permis, comme disait Lucie, de faire connaître et d'avoir maintenant des adressages avec pour répondre à cette problématique professionnelle. Et pour aller plus loin, il y a aussi une expérimentation de même type avec les médecins traitants. Et ça, c'est d'ailleurs, alors du coup, je complète aussi. C'est vrai que le fait que ce soit au départ, enfin nous les médecins du travail, c'est ce qui fait que ça peut être précoce, parce que souvent quand le patient il est déjà chez le médecin traitant, il y a déjà soit une pathologie identifiée, soit des soins en cours, soit un arrêt déjà en cours. L'idée que le médecin du travail, lors d'une visite périodique, ou que l'équipe, ça peut l'infirmière en santé au travail qui nous relate une difficulté, c'est bien d'essayer d'être très précoce et puis d'être sur des salariés qui sont toujours en activité, en ayant des signes cliniques, en ayant déjà un impact, mais toujours en activité. Ok. Alors, j'ai une petite remarque. Il y a des questions qui commencent à apparaître. Je précise juste que on va traiter les questions à un moment donné. Voilà, le plus possible les questions que vous pouvez poser. Donc une que je traiterai un peu plus tard, mais il y en a une sur le fait que d'autres acteurs type Cap Emploi, au titre du maintien dans l'emploi, peuvent être aussi à l'initiative d'une demande. Voilà, proposer ce type d'approche. Donc, ça vous confirmez que finalement, il n'y a pas un circuit type pour rentrer dans ce processus. Non, mais effectivement, mais là, on n'est pas tout à fait au même niveau. C'est-à-dire qu'on reçoit des demandes de l'acteur Cap Emploi, mais c'est pour réaliser un bilan de capacité physique professionnelle. Parce que souvent, quand les patients sont adressés par Cap Emploi, c'est qu'ils sont sans emploi. C'est que la plupart du temps, lorsqu'ils sont adressés pour ces bilans, alors, il y a eu licenciement pour inaptitude, on est déjà à l'étape d'après, et ils nous adressent les patients pour qu'on puisse faire un bilan de capacité physique professionnelle, mais c'est une autre formule qu'on propose sur ce qu'on appelle un bilan 5 jours uniquement en atelier, où on associe des bilans fonctionnels, mais pour pouvoir éclairer le patient et les accompagnants au niveau Cap Emploi sur les capacités avant d'orienter la réorientation professionnelle, pour ne pas aller vers des pistes qui ne seraient finalement pas, après avoir mis en place les formations, et qui ne seraient finalement pas adaptées sur le plan physique. Donc, effectivement, nous, les adresseurs, il y a les médecins traitants, il y avait Cap Emploi, mais on est déjà moins dans la désinsertion professionnelle. À ce moment-là, souvent, c'est au moment où il y a eu le licenciement pour inaptitude. On est un tout petit peu après dans la précocité. Alors, en tout cas, Catherine lève la main. Lève la main, mais je vais pas donner la parole. Vous êtes un peu trop nombreux pour que je donne la parole. Alors, utilisez les questions, n'hésitez pas à… Par contre, voilà, il y a des précisions, réponse de Cap Emploi qu'il s'agissait bien de personnes salariées et pas de demandeurs d'emploi. Alors là, c'est différent, c'est-à-dire que une fois que les personnes ont été prises en soins avec amélioration des capacités, évaluation qui ont pu être adressées par différents adresseurs, il y a des préconisations de suivi et de mise en place par Cap Emploi au sein de l'entreprise, dans la partie maintien dans l'emploi. Mais la plupart du temps,
avec mise en place d'essais encadrés mais ils n'ont pas forcément été à l'initiative de la demande ou alors ils ont dû passer ils sont passés par le médecin du travail ou par le médecin traitant. Voilà, c'était plus. Mais il y a bien sûr des relations et à chaque fin de prise en charge de réentraînement en atelier chez le patient salarié, quand il y a besoin de mettre en place des préconisations, on essaie d'être en réseau avec le maximum d'acteurs, hein, donc le médecin du travail, bien sûr, mais à faire appel à Cap Emploi pour toute la partie lutte contre la désinsertion, adaptation du poste. Là, comme vous expliquiez que c'était sur l'origine de la demande, nous, la plupart du temps, quand l'origine de la demande, on reçoit des demandes de la part des collaborateurs de Cap Emploi, mais pour des bilans de capacité, souvent pour des patients accompagnés, mais après. Oui, donc il y a une vraie distinction entre ces deux aspects. Donc, on a bien compris, en tout cas, que Cap Emploi, puisqu'on me demande de préciser, je le reprécise, que Cap Emploi intervient aussi bien sur la partie maintien dans l'emploi que sur la partie accompagnement des demandeurs d'emploi. En l'occurrence, pour rester sur le fil du partenariat, là, on est bien, pour synthétiser, on est bien sur un outil enfin, c'est bien la question de l'outillage des médecins du travail pour qu'ils puissent intervenir en premier détecteur d'une situation problématique, si possible avant l'arrêt, si possible voilà au plus tôt. Donc on imagine sur des visites à la demande, sur des visites périodiques, sur des visites à la demande, ce qui est le mieux pour déclencher ce type de bilan, enfin de diagnostic. Oui, on fait vraiment le zoom sur cet outil. Hein. C'est l'idée, hein, parce que du coup, bon, ça arrive qu'on ait des combos, c'est-à-dire qu'effectivement, hein, souvent dans la même visite, on va déclencher tout, c'est-à-dire l'IRR, Cap Emploi, assistante sociale, tout. Mais l'idée, c'est quand même, au départ, l'IRR, c'est pas que pour les travailleurs qui sont déjà reconnus travailleurs handicapés, c'est avant tout ça. Donc, du coup, tout ça se fait dans le suivi petit à petit et Cap Emploi va être dans la boucle très vite dès qu'il y a un impact. Hein. Généralement, nous, on parle dossier RQTH assez vite. Simplement, c'est un cheminement, vous le savez, hein, un salarié qui doit déjà prendre conscience qu'il y a une difficulté, se projeter dans la difficulté, accepter le terme et ensuite le mettre en œuvre. Souvent, c'est souvent au sein des staffs qu'on s'aperçoit que l'IRR a mis en place la mesure et que nous, on va la reprendre derrière. Voilà, c'est un parcours, mais c'est plus vaste que le simple champ du travailleur handicapé. Je reviens sur la question de la précocité, sur un point d'évolution donc que vous avez apporté en cours de route sur le processus. Donc, je vous laisse. Eh bien, je ne sais pas, Baptiste. Donc, c'est l'intérêt d'avoir mis en place nos staffs réguliers pour amélioration des pratiques donc depuis le début des années 2010, on va dire. Et donc, les bilans de capacité avec consultation donc réalisés par les thérapeutes associés à une consultation par médecin MPR pour faire la synthèse et essayer de répondre à la question du médecin du travail, donc apporter une certaine satisfaction. La problématique, c'était sur les délais de réponse parce que pour faire coïncider sur l'emploi du temps de différents thérapeutes, il y a besoin d'un ergo, d'un kiné ou d'un formateur professionnel pour un entretien, plus au niveau de l'emploi du temps du médecin. C'était parfois un peu plus long. Et puis, on s'est rendu compte surtout que la personne avait été adressée par le médecin du travail qui avait évalué la problématique globale et donc qui posait une question. Donc, on a mis en place l'expérimentation avec les médecins du travail, c'est de dire on fait le bilan paraclinique avec les thérapeutes sur orientation initiale du médecin MPR. Hein, on recevait la demande via la fiche et puis on disait par rapport à cette demande, on va plutôt proposer tel ou tel type de bilan par les thérapeutes. Et ensuite, on fait une synthèse avec les thérapeutes qui ont vu le patient et le médecin MPR, sans que le médecin MPR ait à réexaminer le patient, parce que finalement, le patient ou salarié, il est suivi par ailleurs et pour répondre à la question. Et on s'est rendu compte
que si on devait proposer des prises en charge pour améliorer les capacités ou des bilans, après, on revoyait la personne. Donc, ça permet d'une manière très pragmatique un gain de temps et de réduire les délais des bilans. C'est ce qu'on a pu revoir ensemble. Je vous vois confirmer, donc c'est une bonne nouvelle. On le voit en staff, il n'y a pas de suspense. Mais surtout, nous, ce qui était intéressant, c'est que ça implique beaucoup. Les médecins du travail sont plus impliqués, sont bien impliqués dans les questions qu'ils posent. La notion de collaboration interprofessionnelle au niveau des thérapeutes, on n'est pas juste sur un gain de temps, on est aussi sur une montée en compétences et des retours des thérapeutes aussi qui sont impliqués dans la prise en charge, qui prennent position dans leur bilan, mais toujours secondés par le médecin au niveau de la synthèse. Donc, il y a une synthèse qui est effectuée après les bilans. Il n'y a plus de consultation médicale. La personne, le salarié ou patient qui est adressé pour ces bilans, il est vu par les différents thérapeutes et ensuite, il y a une synthèse avec le médecin et finalement, on se rend compte qu'on arrive quand même à répondre aux questions vu le retour des médecins du travail. Oui, c'est ça, nous on en est très satisfaits parce que effectivement, d'abord, c'est un guide pratique, hein, ça permet, on l'a déjà dit, mais d'affiner les avis pour les aménagements, de préciser ce qu'on va demander, par exemple, après l'étude de poste ou pour l'aménagement ergonomique, ou même, souvent, hein, on a des précisions sur Baptiste avait parlé le docteur Cloudon a parlé des gestes répétitifs, sur la fatigabilité, sur l'endurance du salarié, ça permet de fractionner les tâches. Enfin, donc, tout ça est un guide très pratique pour dire, oui, il y a peut-être des difficultés si on ne modifie pas, je veux dire, on peut peut-être le laisser, ce salarié travailler sur ce poste, mais peut-être à la condition de fractionner certaines tâches, mettre quelques temps de repos, et tout ça, on peut le tester. Maintenant, on a quand même d'autres outils, laisser encadrer totalement le temps thérapeutique et puis d'autres aménagements. Mais c'est vrai que ça nous a fait gagner, je ne peux pas généraliser, mais c'est vrai que de la demande dans notre bureau au retour, le délai est vraiment très, très satisfaisant. Voilà, on a la sensation que les choses avancent et de toute façon, il y a un temps, pour le salarié, ces bilans, ils servent aussi à se rendre compte à la fois s'il peut lui-même, il se sent capable de reprendre. Des fois, il y a des dénis de difficultés. Ça a un double intérêt, c'est-à-dire à la fois de montrer les possibilités, la marge de progression, et aussi de dire, là, je me rends compte que c'est problématique. Et puis après, du coup, et je voulais ajouter on va revenir sur les Oui, pardon. Dans l'évolution, parce qu'au départ, on avait parlé de l'idée initiale, ça avait été de former les médecins au type de bilan que nous faisions pour que les médecins cochent les bilans qu'ils demandent. Ouais. Et finalement, on a vu qu'on a évolué et ça, je crois que ça répondra à quelques questions. C'est-à-dire que on ne va pas demander au médecin adresseur de demander quel type de bilan il souhaite. On va lui demander de poser la question que lui pose problème le salarié. Et c'est nous qui proposons à la fois les bilans et la réponse essayant de répondre à la question, ce qui permet de ne plus avoir à former, entre guillemets, tel que ça avait été imaginé au départ, les nouveaux médecins du travail, parce qu'il y a un turnover aussi. Donc, qu'il y ait contact et lien, c'est bien. Non, mais ce que je veux dire, c'est parce qu'on pose la question si d'autres médecins du travail de départements limitrophes peuvent adresser. Eh bien, oui, avec une question. La vraie question, c'est quel est le problème quel problème le souci de santé de votre salarié vous pose ou lui pose par rapport au poste. Et donc, comme ça, nous, on essaie de voir ce qu'on peut répondre. Là, effectivement, on a déjà eu des demandes d'autres médecins du travail, de d'autres services ponctuellement. La seule chose, et puis il y a aussi une expérimentation qui avait été en cours par rapport à d'autres départements. Pour la précocité, oui. La seule chose, on a moins de contrôle sur le réseau quand on est hors du département pour les préconisations qu'on va faire par la suite. Parce que comme on ne sera pas en proximité, si on propose parfois des prises en charge, on va dire de rééducation non spécialisée, les personnes qui sont en âge de travailler et qui peuvent avoir des difficultés pour venir au centre si elles viennent de trop loin. Par contre, si c'est sur une question vraiment très précise
d'évaluation en atelier, où là, on sait que dans la région, il n'y a qu'ici où il y a l'atelier. Là, les personnes sont prêtes à venir parfois même sur un bilan court en hospitalisation complète. Mais donc voilà, mais dans l'évolution, il y a à la fois le fait d'enlever la consultation MPR et aussi de demander aux adresseurs de poser une question et non plus de cocher dans une liste sur des bilans auxquels ils auraient été formés au préalable, parce qu'on n'envoie pas un résultat de bilan sec à analyser, on envoie une réponse concrète des préconisations, c'est-à-dire l'état capacitaire est améliorable ou non. S'il est améliorable, préconisation de rééducation, soit libérale, soit en centre, parce que besoin multidisciplinaire. Dans un second temps, indication d'une évaluation des capacités, soit courte ou soit d'un réentraînement, parce qu'il y aurait un reconditionnement à faire. Donc voilà, il y a toute une liste d'indications de suivi auprès d'une unité de la douleur, parce on verra au moment du bilan, il y a la partie psychologique qui est évaluée aussi, et que cet aspect va être important à être mis en place en parallèle. Donc ces prises en charge-là sont à réaliser à proximité en parallèle des séquences de rééducation, on va dire, spécifiques qui seront proposées au centre. Alors, je vous propose juste, il y a toute une série de questions qui arrivent un peu sur le même sujet. On s'y attendait un petit peu. Autour de peut-on bénéficier, quand on n'est pas LSMT, ou sur le territoire. Voilà, vous avez commencé à y répondre. On va y revenir parce qu'il y a des questions un peu plus précises sur le sujet. Simplement pour donner quelques éléments chiffrés pour qu'on se rende compte un peu de ce que ça représente. Donc en 2015, vous étiez autour de 66 demandes et on voit que 2021, ça a plutôt doublé, et c'est plutôt 2022 en voie ascendante si on lit bien les chiffres. Alors vous avez précisé d'ailleurs dans vos données, lorsqu'il s'agit de bilan, on est sur du moitié-moitié, on va dire, pour faire simple. L'opération se conclut par un bilan seul ou conduit à des traitements ou des séjours pour améliorer l'état capacitaire. Donc, peut-être une petite précision là-dessus. Oui, bah effectivement. Donc, les bilans dits seuls, ce sont les bilans où l'état va être plutôt stabilisé, où c'est clair par rapport à la question, et où on va être sur de la préconisation d'accompagnement, justement, accompagnement Cap Emploi, souvent le médecin du travail l'a déjà demandé, accompagnement service social de la CARSAT pour certaines problématiques sociales associées, prise en charge psychologique, donc, qui ne relèveront pas d'une prise en charge de rééducation pour amélioration de l'état capacitaire à proprement parler, mais qui bénéficieront d'un accompagnement, nécessiteront un accompagnement qui sera en externe ou sur d'autres thématiques. Et donc, les 66 bilans en 2021 sont eux où il y a eu soit un séjour de rééducation au centre, soit une préconisation de rééducation libérale avec ensuite une préconisation d'évaluation des capacités ou de réadaptation professionnelle en atelier pour réentraîner et évaluer les capacités pour se rapprocher des exigences du poste de travail. Petite remarque, on voit qu'il y a très peu de pertes, donc le fait que les patients signent la fiche de demande, sur 127 demandes en 2021, il n'y a eu que 3 lapins, si on peut dire, voilà. Et pour l'instant, en 2022, c'était au mois de septembre, donc on voit qu'il y en aura plus, on a d'autres demandes en cours. Il n'y a eu que 2 personnes qui s'étaient engagées à venir et qui ne sont pas venues, quand on parle de bilan réalisé, c'est ceux où les patients sont vraiment présentés, alors qu'on avait programmé le bilan. Petite question, il y a une question très complète notamment qui fait référence à une expérience sur le 67, mais simplement sur la durée des bilans en moyenne, ou je ne sais pas si c'est possible de dire, parce que j'imagine selon les bilans, c'est pas tout à fait les mêmes choses. Non, mais il faut compter. En fait, généralement, ils voient au minimum 2 intervenants et ça peut aller jusqu'à 3 intervenants au niveau des thérapeutes au niveau paraclinique. Et donc, c'est sur la demi-journée ou sur la journée, en fonction de la répartition des emplois du temps. Puisqu'après, maintenant, la synthèse, elle est réalisée. C'est l'intérêt aussi, c'est de ne pas faire venir le patient ou la personne 2 fois. Et la synthèse, elle est réalisée ensuite sur dossier entre les thérapeutes et le médecin. Donc, c'est par la présence du patient. Et après, on renvoie les préconisations
donc pour préciser à l'adresseur, donc là, dans ce cas-là, le médecin du travail, au médecin traitant et aux salariés ou aux patients, hein, toujours. Ok. On reviendra sur la question plus complète juste après. On arrive à une séance de questions, donc on pourra répondre à l'ensemble des questions. Alors, juste avant, quand même, vous avez commencé à parler des bénéfices. Alors, docteur Dumas, pour le salarié, donc, vous commenciez à dire, voilà, la prise de conscience de la situation. Oui, alors déjà, il y a le fait oui, de prendre conscience de sa situation, ça c'est une chose. C'est aussi une façon de s'arrêter sur son état de santé, en prendre conscience. Hein, voilà, mieux connaître, parce que souvent ils vont, enfin c'est un peu un préjugé, mais de temps en temps ils vont avoir, même en venant, hein, une idée préconçue de ce qu'ils peuvent faire ou pas faire. C'est souvent valable pour les lombalgies, hein, je ne peux plus rien faire, je ne peux plus. Or en réalité, avec ça peut les réassurer. Et puis ils peuvent aussi progresser, donc se réattribuer des capacités qu'ils pensaient ne plus avoir. Hein, il y a pas mal de réassurance, connaît mieux ses restrictions, et puis donc du coup il peut se projeter. Et donc du coup on peut, quel que soit le projet, ça veut dire aménager le poste, maintenir l'activité, ou si vraiment il y a vraiment trop de difficultés, et là on initie avec Cap Emploi aussi un partenariat, on peut se projeter sur une réorientation éventuelle. Et puis, la prise en charge est précoce et donc on gagne du temps. Ce temps-là, il est utile à l'anticipation, quelle que soit l'issue. C'est-à-dire parce qu'un aménagement de poste en entreprise, c'est pas juste une ligne sur l'annexe 4. Hein. Ça marche rarement. C'est même une des façons dans lesquelles ça marche le moins. C'est plutôt, on a le temps de prendre contact avec l'entreprise, on a le temps de revoir le salarié qui, lui, chemine, hein, au fil de notre premier rendez-vous. Des fois, on lui fait rencontrer Sophie pour justement qu'il ait une vue plus étendue de ce que peut lui apporter ou ce que peut être un parcours de maintien dans l'emploi. Et puis, avec le bilan à l'IRR, il va être capable de se dire, en fonction de sa situation propre, hein, c'est-à-dire c'est pas, on traite pas, vous le savez, hein, si on a plus de 50 ans, 20 ans, les capacités, on se projette un peu différemment. Et puis, on gagne du temps. On gagne du temps en entreprise pour mettre en place l'étude de poste et les aménagements nécessaires. On gagne du temps sur la prise en charge et sur les progrès. Hein. Et puis pour nous, ça nous donne des outils, c'est-à-dire que l'examen clinique a ses limites, hein, ça reste très peu fonctionnel. Donc du coup, on a besoin de se projeter. Donc ça répond à la problématique. Donc ça revient à quelque chose qui est récurrent chez nous, c'est-à-dire travailler la demande. C'est très utile de bien savoir formuler la question. Et pour ça, on a besoin de ce temps parce que souvent, on énonce mieux la question quand on connaît bien le poste. Pour bien connaître le poste, il faut avoir du temps, il faut avoir le retour des études de poste, il faut avoir le temps de bien connaître l'entreprise. La décision, elle est documentée, donc elle est objectivée et donc l'idée, c'est qu'elle soit partagée aussi au final avec le salarié. On n'y arrive pas tout le temps. Hein. Lors des staffs, on a de temps en temps comme on suit les dossiers, on peut se rendre compte de la part d'acceptation des salariés au fil du temps. Mais ça donne en tout cas une acceptation de l'avis, quel qu'il soit du médecin du travail, qui est plus facile pour le salarié puisqu'il a été étayé et que lui-même l'a expérimenté. Voilà, j'ai dû le dire. Les enseignements bénéfices pour le service de soins de suite spécialisé en locomoteur, c'est effectivement les relations facilitées avec les médecins du travail quand il y a d'autres questions sur des patients en cours. Hein, à force de se rencontrer dans les staffs ou d'échanger, on a le téléphone ou le mail plus facile, j'ai envie de dire. Et puis, les retours des staffs sur nos patients en cours, s'il y a une question particulière sur quel type d'évaluation vous souhaiteriez plus, est-ce qu'il y a un poste d'aménagement que vous allez prévoir? Comme ça, nous, on peut plutôt essayer d'évaluer le patient sur tel ou tel type de poste.
Comme je disais, dans ces bilans précoces, plus de 50% des bilans conduisent à une prise en charge, que ce soit une prise en charge rééducative dans un premier temps, puis en réadaptation professionnelle pour entraînement-évaluation. On préfère prendre en charge ces patients à ce stade-là, en caricaturant, que de les retrouver 1 à 2 ans plus tard en fin d'arrêt maladie, s'ils n'ont pas été repérés, s'ils n'ont pas eu l'occasion de rencontrer le médecin du travail, s'ils n'avaient pas connaissance de la possibilité de faire une visite de pré-reprise. Donc, effectivement, pour une optimisation des ressources, on travaille à moyens constants, avec une population large, plus de demandes que d'offres. Donc, autant optimiser les ressources et prendre en charge un patient précocement donne plus de chances d'obtenir des résultats d'amélioration avec moins de facteurs défavorables. On sait bien que plus l'arrêt maladie dure, plus il y a le risque de facteurs psychosociaux défavorables qui s'ajoutent, un entretien des douleurs qui rendent après la récupération et les phases de rééducation plus longues pour des résultats plus aléatoires. Très bien. Une petite… désolé, je suis le temps. Et donc, on a une série de questions. Alors, un tir groupé. Je vais synthétiser. Super, comment on peut faire appel à vous quand on n'est pas la SNT? Voilà. Et aussi bien, est-ce qu'on peut le faire que si on peut le faire, comment le fait-on? Donc, en gros, coordonnées, fax, modalités. Voilà, je résume toute une série de questions. Alors, il y a y compris des questions qui sont orientées un peu partenariat susceptible de s'étendre avec quand même, voilà, pas juste envoyer une fiche de liaison, mais créer ce type de partenariat avec d'autres services de santé. Je vous laisse répondre à cette question. J'ai envie de dire, la seule limite, ce sera l'offre de soins à moyens constants. Juste pour préciser par rapport aux départements limitrophes, on a déjà reçu, il y avait des médecins services de santé du 88 à l'époque aussi, il y avait eu quelques médecins. Donc, on reçoit des demandes de temps en temps. Il y avait eu des médecins de la MSA aussi, on s'était rencontrés à différentes… et donc, qui nous adressaient, on leur avait envoyé la fiche et qui nous adressaient des patients plus ponctuellement. Le 88, parce que les patients ont l'habitude de venir se faire soigner à Nancy. Il faut qu'il y ait une logique quand même après pour la personne. Alors, ça peut être une évaluation pure et que la prise en charge soit faite localement. On voit juste la seule limite possible. Dans le cadre de la précocité, en voyant que les bilans paracliniques avec les médecins du travail, dans ce cadre du réseau de personnes qui fonctionnaient, il y a une expérimentation qui est en cours. J'en parle quand même à cet endroit-là pour expliquer aussi en même temps. Cette fois-ci avec les médecins traitants, c'est-à-dire dès le salarié, dès le patient en salle d'attente de son médecin traitant, avant même éventuellement l'arrêt, pour qu'il puisse adresser aussi… donc ça, c'est une expérimentation, je mets à côté, mais juste pour expliquer, dans ce même type de bilan paraclinique, de cette fois-ci vraiment dans la prévention, pour essayer de donner une réponse aussi aux médecins traitants, donc avant même parfois le médecin du travail. Et donc, cette expérimentation, elle a été menée dans un premier temps avec le 57. Dans le cadre de l'expérimentation, on a vu que c'est à peu près le même taux sur les bilans de bilans qui entraînerait ensuite une prise en charge rééducative. C'est juste comme je disais tout à l'heure, derrière, ceux pour qui on préconise la prise en charge rééducative, ils ne peuvent pas tous venir au centre pour des raisons de disponibilité. Donc, parce qu'on parle de précocité, il y a aussi l'aspect proximité pour toute la rééducation qui ne sera pas spécifique, qui nécessiterait des centres de proximité qui existent, que ce soit dans le 57 ou dans le 88, et où seule la problématique d'évaluation en atelier, c'est vrai, qui ne peut pas être faite, enfin qui n'est concrètement pas faite ailleurs dans la région, relèverait d'ici. Donc, c'est juste la seule limite. Ce que je veux dire par là, c'est que sur les demandes, nous, on n'a pas de refus de prendre les demandes. C'est juste qu'on fait avec les moyens constants, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas forcément absorber toutes les demandes ou au risque d'augmenter les délais, quoi. Voilà, mais sinon, il y aura
je pense qu'on pourra quand même fournir, parce que s'il y a des médecins du travail dans l'assemblée d'autres départements qui pensent vraiment à des cas où toujours donner le secrétariat c'est une adresse. Le concret, c'est envoyé par mail. Vous me corrigez au niveau de l'SMT, mais on a une secrétaire de coordination qui centralise toutes les demandes, toutes les fiches, et ensuite les fiches, elles passent au staff médical. Donc les médecins de l'établissement, tous les mardis midi, voilà, on se réunit et on voit l'ensemble des demandes. Donc toutes les demandes tout venant, plus les fameuses fiches comme ça qui sont identifiées. Et spécifiquement, je vais les regarder, celles-ci, avec d'autres médecins, et donc, pour mettre en place des bilans. Et c'est sûr que dans l'absolu, on ne refuse pas comme ça, mais on fera un moyen constant. On peut imaginer, alors Docteur je Dumas. sais pas, ça, il faudra peut-être voir avec Sophie, puisque c'est notre mémoire et notre chargée de mission maintien dans l'emploi dans notre service, mais du coup c'est une ressource précieuse. Cette fiche de demande et cette fiche de liaison, elle a évolué au fil du temps. Du coup, elle correspond à ce qui est important de noter pour réaliser une demande. On peut sans doute la transmettre comme un outil déjà pour formaliser la demande, le type d'information, les aménagements, les études, enfin bref. Donc, qu'en pensez-vous? Et puis, j'ajouterais aussi quelque chose, c'est que là, l'objectif de présenter cette collaboration, donc on parle de proximité, de précocité-proximité, c'est peut-être aussi pour essayer de développer le modèle, que ce soit avec des services de rééducation, pour tout ce qui serait partie évaluation fonctionnelle, pas forcément professionnelle, mais quand quelqu'un a un problème d'épaule, de dos, demander à ce que ça puisse être évalué par les ergothérapeutes et kinésithérapeutes des centres, éventuellement, ça peut, et que s'ils ont une rééducation précoce à proposer, et ensuite, si vraiment, une fois que la rééducation est réalisée, il y a des besoins, cette fois-ci de problématiques professionnelles, ateliers, cette fois-ci, on pourrait peut-être justifier pour la personne qui vient de loin, elle accepterait plus de venir en hospitalisation complète si elle vient de très loin et de laisser les enfants aux grands-parents pendant 1 semaine, 2 semaines, parce que il y a du concret, si le conjoint travaille ou si pour faire l'évaluation spécifique atelier, après avoir bénéficié, mais précocement, des compétences de nos confrères. Ça, c'est une idée aussi, après à développer sur des antennes de proximité. Et c'est aussi pour ça qu'on présente cette prise en charge. Le but, c'est de faire tâche d'huile aussi. Et donc, effectivement, on peut toujours essayer de répondre aux départements limitrophes au moyen constant, avec les limites de la distance kilométrique, quand il y aura des préconisations qui seraient des préconisations de prise en charge rééducative en centre. Parce que ce que l'on voit parfois, c'est que là, on parlait de répondre précocement en faisant une synthèse sans consultation médicale pour répondre rapidement à la question. Mais dans le cadre de l'expérimentation, ça, c'est un autre tour d'expérience. Parfois, quand on préconisait des prises en charge en centre, parce que nécessité d'ergothérapie, kinésithérapie, ces centres MPR d'autres départements ne fonctionnant pas de la même manière, quand la demande était faite par le médecin traitant suite à la préconisation, ils attendaient d'être revus en évaluation médicale d'entrée. Et donc, du coup, avec les délais qui peuvent s'imposer, et donc, on perdait un peu cet aspect précocité. Voilà, quand on a moins de proximité, on a moins de précocité. Si je peux, voilà, c'est ça, c'est un retour d'expérience. Alors, ce que je vous propose. Alors, je voulais juste faire une parenthèse. Dans le cadre du PRST, c'était en projet d'unifier et de mettre en commun les documents utilisés par rapport aux fiches de liaison, comme il l'a été fait pour la fiche de liaison Cap Emploi. Ça a été mis en commun au niveau de la région, Lorraine, Grand Est même, pardon. Et il était question de réaliser un travail aussi sur une fiche de liaison commune Grand Est auprès des centres MPR des autres départements. Ce que je vous propose, puisque je vois le temps qui avance à grands pas et qu'on s'est engagé sur 1 heure et pas plus, c'est peut-être de faire un retour synthétique sur les possibilités, justement, sur les possibilités à l'issue de ce webinaire, quelque chose de simple pour répondre aux différents éléments de la question entre ce qui est possible et pas possible.
pour éclairer ce point, la possibilité d'étendre, enfin, de vous solliciter d'une part et ou d'étendre sur d'autres territoires en faisant simple. Il y avait d'autres. Donc on note, hein, on ne perdra pas vos questions, on note vos questions et si on n'a pas le temps de répondre à toutes, on trouvera le moyen de le faire à l'issue du webinaire. Il y avait une question. Enfin, il y avait d'autres questions qui tournaient autour de est-ce qu'on peut proposer d'autres types de bilans? C'est-à-dire, aujourd'hui, vous avez une panoplie de bilans, si j'ai bien compris, mobilisables. Dans ce cadre, est-ce que vous avez… alors, j'anticipe un peu sur des voies d'amélioration que vous avez pointées d'ailleurs. Est-ce que vous avez déjà en tête d'autres types de bilans qui peuvent être proposés que ceux qui sont proposés aujourd'hui? Alors, soit pour regarder d'autres aspects intéressants sur une situation pour les profils que vous avez déjà ciblés, ou peut-être sur d'autres profils pour d'autres pathologies ou d'autres situations de santé? Non, bah écoutez, le développement par rapport à ça, bah, c'était de se dire être encore plus précoce, parce que même si les médecins du travail sont souvent dans la boucle précocement, parfois ils ne le sont que tardivement sur la demande du médecin conseil. Donc c'est sur le même modèle et c'est une expérimentation qui est en cours. Donc sur d'autres, on est plus sur les modes là on est sur l'activité courante, hein, on répond sur des modes de financement expérimentaux. Et donc pour proposer le même type de bilan paraclinique, parce que l'objectif, c'est toujours, est-ce que l'état capacitaire de la personne, que ce soit au niveau rachidien, au niveau épaule et que sais-je, niveau membre inférieur, avec nos connaissances de MPR, de nos thérapeutes, leur expérience de soins, est-ce que dans le cadre de la prévention, cette fois-ci, ils peuvent définir si l'état capacitaire est améliorable pour orienter le plus tôt possible les personnes vers la rééducation et la prise en charge, puisque pas que rééducation, hein, prise en charge psychologique associée si besoin, prise en charge douleur la plus précoce possible. Donc en s'adressant directement au médecin traitant qui normalement est le premier référent d'une personne, même avant l'arrêt maladie. Hein. La personne, elle arrive, elle dit j'ai mon épaule qui siffle depuis quelques temps, là, je ne sais pas si je vais tenir encore longtemps au poste. Alors parfois, il pense lui-même à adresser le salarié, enfin à demander au salarié de s'adresser au médecin du travail. Et là, c'est de proposer un peu comme le médecin traitant demanderait une radio ou un bilan biologique. Là, c'est un bilan paraclinique de capacité fonctionnelle fait par nos thérapeutes. Par contre, quand on demande sur des bilans plus spécifiques par rapport aux études de poste ou par rapport… Là, on est bien dans une prise en charge dans notre secteur de réadaptation professionnelle. On n'est pas dans le cadre du bilan. Donc, ce sont des personnes qui auront été évaluées par ces bilans au départ, où on dira, tiens, il y a cette… Mais vous pouvez aussi adresser des patients directement. Cette fois-ci, je parle pour les départements limitrophes. Là, ça se justifie plus, puisque ça n'existe pas ailleurs, de dire, moi, pour cette personne-là, il y a vraiment un problème précis par rapport à un poste de travail. Et là, nous, on va répondre plus en disant prise en charge en secteur de réadaptation professionnelle qui peuvent durer de quelques jours à quelques semaines en fonction de la question, s'il y a un réentraînement, ou cette fois-ci, dans nos différents types d'ateliers, on voit différentes choses. Alors, c'est sûr qu'on est plus sur les capacités physiques. Il y a un bilan scolaire, comme je disais au départ, qui peut être proposé sur les capacités formatives. Et il y a aussi, on va dire, sur la participation générale de la personne. Quand on l'a plusieurs jours en atelier, on va voir l'effet de la fatigue, l'effet de la concentration. On ne fait pas, par exemple, de bilan neuropsychologique ou par rapport aux problèmes des 10. Par contre, parce que j'ai cru voir passer une question, par contre, s'ils ont été évalués avant et qu'on veut savoir leur participation, leur capacité de concentration, ça, on peut le faire parce que c'est de la mise en situation en atelier. Voilà. Sous couvert toujours de l'assurance maladie. Ok. Alors, le temps, évidemment, on savait qu'une heure, ça serait toujours très juste. Et simplement pour terminer sur les perspectives axes de développement ou de progrès, donc vous avez pointé le fait de poursuivre les rencontres régulières pour ancrer les pratiques, et notamment, vous l'évoquiez avec les nouveaux arrivants. Cette question de précocité, et notamment face à la montée en charge. En plus, vous avez
alerté sur oui, on peut élargir éventuellement, mais attention à ce que ça ne plombe pas le dispositif dans son ensemble. La diffusion d'expériences à d'autres services de prévention et de santé au travail, donc vous êtes bien dans cette logique-là. Et justement, par rapport à ces questions-là, on invite, par rapport au staff qui est réalisé trimestriel avec les médecins de la LSMT, ça s'est construit comme ça, mais on peut inviter les médecins du travail d'autres services, éventuellement 88, 57, qui sont pour venir observer le staff, venir prise de contact ponctuellement sur une question particulière. Ça, c'est quelque chose qui est tout à fait possible en nous contactant directement au centre Louis Pierrequin. Et donc, demain, voilà quelques petits points que vous aviez soulignés aussi. La question de l'amélioration de l'exploitation des données, dont le suivi des salariés, donc avec la production d'indicateurs aussi plus fins voilà, de suivi. Voilà, sur les points, je vous laisse, vous avez 1 minute pour, pour insister sur un des points. Mais voilà, ils sont tous là. On arrive, c'est un peu compliqué en 1 minute. Hein. Je voulais. On peut dire que Oui. l'idée les indicateurs, c'est une chose, c'est surtout pour montrer, il faut qu'on puisse montrer l'efficacité des choses. Donc, c'est important qu'on en ait. Mais voilà, nous, on en est persuadés. Et donc, c'est une expérience qui est très positive pour les professionnels comme pour les salariés. L'intérêt, c'est de poursuivre les collaborations. Tout est sur la diapo, hein, mais c'est de gagner en compétences, de diffuser l'information et puis que ça devienne un outil. Moi, j'appelle ça le canif du médecin du travail. Hein. Tous les outils qu'on peut mobiliser, c'en est un très important chez nous. Voilà. Alors, 10 heures. Je vous remercie beaucoup d'avoir fait le premier exercice, donc ça nous apprendra des choses pour les suivants. En tout cas, je pense que l'objectif qui était de partager l'expérience est atteint, puisqu'il y a des sollicitations pour dire comment peut-on bénéficier, participer, solliciter, etc. Donc, on fera sans doute voilà, une petite note et le support sera transmis également. Hein. Une petite note pour préciser des petits points par rapport aux questions qui ont été posées. Ce que vous avez évoqué, docteur Claudon, docteur Dumas, Sophie, sur les possibilités de contact, voilà, en maîtrisant les choses. Pour diffusion on sait bien que c'est toujours important de pouvoir, entre la volonté de répondre à la demande et la capacité à répondre à la demande, il faut être vigilant. Donc, mais en tout cas, on fera un retour là-dessus. Et merci beaucoup. Il y aura l'enregistrement qui sera également diffusé. La modalité vous sera précisée, mais donc nous avons vos coordonnées pour vous informer des suites et vous transmettre les documents et informations. Merci beaucoup pour votre participation. Je peux vous garder 5 minutes, chers intervenants, et on vous remercie pour les autres et en vous souhaitant une bonne journée. Au revoir. Au revoir.